Plonge-toi dans les années 70 dans le calme apparent d'un département rural près de Chantilly, dans l'Oise. Tu mènes une vie tranquille jusqu'au jour où une série de crimes secoue la région. L'angoisse monte et tu crains pour ta sécurité, pour celle de tes proches. Mais tu gardes espoir, la police veille, les coupables seront arrêtés. Pourtant, ce que tu ignores, c'est que le danger vient de l'intérieur. Le monstre que tout le monde cherche porte l'uniforme. Voici l'histoire de l'affaire Lamarque, du nom d'un ancien gendarme français, tristement célèbre sous le surnom du tueur fou de l'Oise. Né le 10 juillet 1956 à Fruges, dans le Pas-de-Calais, il a semé la terreur pendant une année entière. Un meurtre, 5 tentatives de meurtre et une quinzaine de vols de voitures lui sont attribués. Sa propre implication dans l'enquête a considérablement freiné les investigations. On ne peut s'empêcher de se demander comment un criminel a-t-il pu se dissimuler au sein même des forces de l'ordre. Et surtout, comment a-t-il réussi à échapper si longtemps à tout soupçon. Aujourd'hui, sur Explicit Media, nous revenons sur l'histoire folle du tueur de l'Oise. L'Oise est une région calme, les campagnes ont l'air tranquilles et les petites villes ont l'air sans histoire. Mais si on interroge les habitants, ils nous diront que la peur rôde dans les parages depuis quelques temps. Les premiers crimes, j'avais pris un chien d'abord, un berger allemand, pour rentrer chez moi vu que c'est très désert où j'habite. Le département est encore traumatisé par le tueur de l'ombre, un dénommé Marcel Barbeau, qui avait ôté la vie à 8 personnes, 7 femmes et un homme, entre 1969 et 1976. Une fois arrêté, le calme aurait pourtant dû revenir, mais ce n'était que le début. En mai 1978, les gendarmes du PSIG patrouillent dans la forêt de Chantilly lorsqu'ils découvrent quelque chose d'anormal. Dans cette forêt, au carrefour des Ripailles, à quelques mètres d'eux, une Peugeot 504 est abandonnée, le pare-brise explosé. À l'intérieur, les gendarmes découvrent des objets pour le moins inquiétants. Une cordelette, une seringue, un mouchoir imbibé de sang, des munitions, des douilles de 9 mm, des mégots de cigarettes, ainsi que des sachets de bonbons. Mais surtout, à quelques pas de la voiture, les gendarmes trouvent un plan de braquage pour la poste de Pierrefonds. Après vérification, on apprend que cette voiture a été volée à l'épouse d'un gendarme quelques jours plus tôt, alors que celle-ci avait laissé ses clés sur le contact. L'état de la voiture laisse penser à un groupe de braqueurs, à du banditisme. Pourtant, la suite va prouver que non. Ce que les gendarmes affrontent est plus subtil, plus dérangeant, pour un profil plus dérangé. Il est minuit, à Pont-Sainte-Maxence, et une jeune fille de 17 ans, dénommée Karine Grospiron, se fait agresser par balle par un homme au volant d'une voiture alors qu'elle sortait du cinéma. Elle reçoit 3 balles de 9 mm, mais en ressort heureusement vivante et a pu identifier la voiture de son agresseur. J'ai vu l'R12 qui a fait un demi-tour sur elle. Et elle est repassée devant moi et elle m'a tiré dessus 3 fois. J'ai pas pu courir, j'ai pris une balle dans la jambe gauche. Il était au volant d'une Renault 12, volée elle aussi, alors que son propriétaire avait laissé sa clé sur le contact, une chose courante à cette époque. Un véhicule est mal garé et attire l'attention d'un policier. Il explose lorsque le policier tente d'ouvrir la portière et le gardien de la paix est grièvement blessé. Cette voiture, une R12 Grenat, a été elle aussi volée quelques mois plus tôt. Une question commence à se poser, y a-t-il un lien entre ces 3 événements? La réponse à cette question est vite donnée. Peu après l'incident du véhicule piégé, un événement inédit, glaçant, se produit. Le criminel envoie lui-même une lettre anonyme aux gendarmes, les provoquant et revendique le vol de voiture et les crimes associés. Le criminel révèle aussi une autre chose terrifiante pour la jeune fille. Il annonce que Karine le connaît, mais qu'elle ne pourra pas l'identifier. Surtout, il annonce que la prochaine fois qu'il agressera une jeune fille, le type de cible qu'il affectionne particulièrement, c'est le cœur qu'il visera. En lisant cette lettre anonyme, Daniel Neveu, l'inspecteur principal de la police judiciaire de Creil, de 1974 à 1990, commence à avoir une intuition terrifiante. Selon lui, la lettre ressemblerait à un procès-verbal tel que rédigé par les gendarmes. Cette lettre est un rapport de police, qui ne peut avoir été écrit que par un policier ou un gendarme. En effet, le tueur y avait inscrit dans l'ordre la marque, le modèle, la couleur et l'immatriculation du véhicule volé. Pourtant, cette intuition dérange ses collègues. Le coupable pourrait-il vraiment faire partie des gardiens de la paix? Manque de preuves, l'intuition est vite écartée, étant peut-être trop lourde à supporter. Cependant, il reste une question. L'agresseur de Karine et l'auteur de l'explosion de la voiture à Creil sont-ils la même personne que le voleur du véhicule retrouvé au carrefour des Ripailles? La réponse arrive vite. L'empreinte digitale relevée sur la première voiture est bien la même que celle retrouvée sur la voiture piégée. Ce mystère est résolu. Les 3 événements sont donc bien liés à l'auteur de la lettre anonyme. Les gendarmes se mobilisent pour trouver ce glaçant criminel. Grâce au chéquier du propriétaire de la voiture piégée, les gendarmes du PSIG réussissent à reconstituer le trajet du coupable qui effectue plus de 2000 km avec une voiture volée. Un premier portrait robot est dressé grâce au témoignage des commerçants. En parallèle, l'analyse de l'arme à feu avec laquelle le tueur fou de l'Oise a attaqué Karine est effectuée. Les résultats tombent, c'est une arme rare, un pistolet Beretta 1934 calibre 9 mm court. Ceux qui en sont en possession sont souvent soit des collectionneurs, soit des militaires. 3 mois après la lettre anonyme, les attaques se multiplient. Une jeune femme
de 20 ans, rentrant chez elle à vélo, est renversée par une voiture. La voiture de l'agresseur est retrouvée sur le parking de la gare d'Ory-la-Ville. Un jeune gendarme s'approche de la voiture, qui est malheureusement piégée elle aussi. La voiture explose, mais coup de chance, le jeune gendarme se sort indemne, protégé par son manteau d'hiver ainsi que la portière qui lui sert de bouclier. Deuxième attaque depuis la lettre. En novembre 1978, le commandant de la gendarmerie Pinault apprend le braquage de la poste de Sénarpont. Le coupable a pris la fuite et il est au volant d'une Citroën GS volée. Le commandant de la gendarmerie Pinault, qui se rend sur les lieux, interroge une postière qui a été témoin de la scène et lui demande des descriptions physiques du braqueur. Elle parle d'un jeune homme, beau garçon, puis précise, avec des oreilles décollées. En parallèle, les gendarmes du PSIG découvrent que l'empreinte relevée à la poste de Sénarpont est la même que celle retrouvée dans la 504 au carrefour des Ripailles. L'auteur du vol est donc celui de la lettre anonyme. Enfin, le 1er décembre 1978, l'escalade atteint son sommet. En bordure de l'hippodrome de Chantilly, une autostoppeuse, Yolande Razveski, âgée de 19 ans, est retrouvée au sol et décède le soir même dans la clinique de Chantilly. Avant de mourir, elle parvient heureusement à décrire l'agression. La jeune femme avait été prise en autostop par un homme d'une trentaine d'années, d'apparence soignée et bienveillante. L'homme a ensuite changé brutalement d'attitude et lui a asséné plusieurs coups violents sur le crâne avant de lui tirer plusieurs balles, dont une à proximité du cœur. Cette dernière précision permet aux gendarmes de faire encore une fois le lien avec l'auteur de la lettre anonyme qui avait malheureusement prévenu de ses intentions. Un témoin qui avait vu Yolande entrer dans la voiture réussit à en faire une description. C'est la même voiture qui avait servi pour le braquage de la poste de Sénarpont. Les gendarmes la retrouvent à nouveau sur le parking d'Ory-la-Ville. La voiture est encore piégée, mais ils parviennent cette fois-ci à déjouer le piège. À l'intérieur du véhicule, tous les éléments montrent que le criminel est bel et bien celui qu'ils cherchent depuis plusieurs mois. Un élément le confirme davantage, les résultats de l'arme qui a tué Yolande tombent. C'est probablement un Beretta 1934, arme de collection, parfois utilisée dans les cercles militaires. La même arme qui a servi pour tuer Karine Grospiron. L'affaire prend de l'ampleur et les forces de l'ordre veulent à tout prix retrouver ce criminel qui se joue ouvertement d'eux. Le 12 décembre 1978, les commandants des 4 gendarmeries de l'Oise se réunissent et on leur donne à chacun une copie de la lettre anonyme. Lorsqu'il la tient dans ses mains, le commandant de la gendarmerie Jean Pinault a instantanément la même intuition que l'inspecteur Daniel Neveu avait eu quelques mois plus tôt. Tout dans la lettre fait penser que l'auteur est un membre de la police ou de la gendarmerie. Cette hypothèse est pourtant encore une fois balayée car elle est jugée scandaleuse. Elle est trop dure à admettre. Pinault mène donc son enquête de son côté et vérifie les emplois du temps de ses gendarmes, mais il ne trouve rien d'alarmant. Fin décembre, une autre victime échappe à la mort, une jeune fille de 19 ans. Un témoin voit la scène et identifie une 504 verte dont la jeune fille tombe. Après sa chute, celle-ci est encore consciente et parvient à expliquer que l'homme de la 504, qui l'avait prise en stop à la sortie de Compiègne, lui a tiré dessus avant qu'elle parvienne à s'échapper. Les gendarmes mettent alors des barrages autour de la région, la voiture est identifiée sur un pont et une course-poursuite s'engage. Mais le tueur de l'Oise semble trop bien connaître la région et ses poursuivants car il parvient à leur échapper et à se volatiliser dans la nature. Un soupçon commence alors à émerger dans l'Oise. Et si le criminel faisait partie des forces de l'ordre? La presse en parle de cette thèse, apprenant la disparition du bandit face aux forces de l'ordre. Cette hypothèse qui semblait invraisemblable aux gendarmes commence à les tracasser et sème une ambiance de suspicion entre eux. Cependant, les gendarmes se rassurent avec l'idée que la vérification de leurs emplois du temps a été faite. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'un de leurs chefs, le commandant Colson, n'a pas vraiment fait ces vérifications, ou bien pas assez méticuleusement. Alors qu'un portrait robot se dessine peu à peu, le tueur de l'Oise envoie une seconde lettre anonyme, il revendique ses crimes et lance de nouvelles menaces terrifiantes. Je veux détruire et tuer au hasard jusqu'à ce que je sois tué. Jusqu'à maintenant, j'ai été gentil, mais méfiez-vous de l'animal traqué et blessé, il peut devenir très dangereux, je n'ai rien à perdre et je vais le prouver. Un peu plus loin, je suis habitué au sang et à l'horreur et je vais vous en faire profiter. Et puis celle-ci, je vais tuer des policiers, j'ai ce qu'il faut. Je vais aussi tuer d'autres filles en leur faisant éclater la tête. Elles mourront plus sûrement. Si j'arrive à conserver le corps d'une fille, je le découperai et sèmerai les morceaux dans les villes. En janvier et février, 5 vols de voitures sont encore signalés. Le tueur laisse volontairement des traces, narguant la police, mais les forces de l'ordre ont toujours un temps de retard. Cependant, en mars 1997, le tueur fait une erreur en volant la voiture d'un ancien ministre qui tombe en panne près de Senlis. Il entre en contact avec une patrouille de CRS et se fait passer pour le fils du ministre. La voiture de dépannage arrive sur les lieux et après qu'elle l'ait ramené, l'usurpateur d'identité arrive à prendre la fuite dans un nouveau véhicule, pensant s'en être sorti une nouvelle fois, mais cette fois-ci, le filet se resserre. Un troisième portrait robot est effectué, cette fois-ci bien plus précis. Ce portrait robot éveille un soupçon chez un sous-officier, l'adjoint de Pinault, le maréchal des logis-chefs, Claude Morel. Pour lui, le portrait ressemble à Lamar, un jeune gendarme qui habitait à la caserne de Clermont l'année précédente. Claude Morel montre alors le portrait robot à sa femme, qui lui dit instantanément qu'il ressemble à Lamar. On a vu ce portrait qu'on avait établi sur le tableau de service. Elle dit mais
Vous cherchez qui, c'est Alain? Cependant, pour incriminer le jeune gendarme, des preuves sont nécessaires. Claude Morel va les trouver dans les archives. Il compare l'écriture des procès-verbaux de Lamarre avec celle des lettres anonymes et la ressemblance est flagrante. Claude Morel se résout à en parler à son supérieur, Jean Pinault, qui lui ne connaît pas Lamarre. Morel décrit Lamarre comme un gendarme exemplaire. En plus de cela, il ne boit pas, ne fume pas, n'a pas de copine, mais un détail important, il est passionné des armes à feu et en possède quelques-unes. Cela met en alerte Pinault, qui entre en contact avec l'adjudant Cavalier, le chef de Lamarre à Chantilly, et lui fait part des suspicions de Morel. L'adjudant Cavalier tombe des nues. Lamarre est pour lui un de ses meilleurs gendarmes. Il est comment, Lamarre? Mais il me dit c'est mon meilleur. C'est mon meilleur. C'est le seul qui s'intéresse à l'affaire. Tous les jours, il me demande alors qu'on l'a arrêté, ce salaud, qu'on lui coupe la tête. Alors je lui ai dit, voilà, Morel pense que cette photo-là ressemble à Lamarre. Qu'en pensez-vous? Elle me dit, je l'ai vu. Oh non, les oreilles, c'est pas ça du tout, hein. Oui, il y a un petit air, hein. Mais les oreilles, c'est pas ça. Et je lui pose la question, vous avez vérifié un peu du temps? Il me dit non. Comment non? Non, le commandant Colson a donné l'ordre de ne pas le faire. Vous vous rendez compte? Et il finit par me dire, moi si j'étais toi, j'irais vérifier. Puis il me dit, tu me tiens au courant. Bien mon capitaine, donc je rentre, mais abasourdi avec cette histoire. Lamarre est d'ailleurs au bureau, je dis je vais à Senlis, je reviens tout à l'heure. Je suis à Senlis, je demande à voir mes cahiers. Pourtant, en vérifiant l'emploi du temps de l'année, il se rend vite à l'évidence. À chaque fois qu'un crime est commis, Lamarre est hors service. L'adjudant Cavalier est sous le choc, mais le doute n'est plus permis. Le 8 avril 1979, alors qu'Alain Lamarre est en patrouille, armé d'un pistolet mitrailleur, de 8 chargeurs garnis et de 200 cartouches, la brigade décide de monter un piège. Toutes les patrouilles sont rappelées sous un faux prétexte. Lamarre arrive armé et on lui ordonne de poser son mitrailleur. Se doutant du piège, il tente de dégainer une autre arme qu'il avait cachée sur lui, mais ses collègues le ceinturent. Lamarre nie les accusations, tente de les manipuler, mais les gendarmes le désarment. Ils savent qu'ils viennent d'arrêter l'homme qu'ils traquaient depuis plus d'un an. Les gendarmes de la brigade de Chantilly sont prévenus de l'arrestation de Lamarre et tombent sous le choc en apprenant que leur bon camarade était en fait le tueur fou qu'ils recherchaient. Dans l'appartement de Lamarre, la police retrouve tout. Les preuves, les objets volés, les plans. Cette découverte est terrifiante. Mais pire encore, Lamarre leur révèle qu'ils ont de la chance, car ses collègues étaient ses prochaines cibles, ainsi que certaines de leurs compagnes, une révélation qui leur fait froid dans le dos. L'impact de l'arrestation du gendarme est immédiat et dévastateur. L'annonce fait l'effet d'une bombe. Un gendarme tueur en série, infiltré, dissimulé au cœur des forces de l'ordre. Les médias ne tardent pas à s'en emparer. Les caméras filment la perquisition et les journalistes courent après les voitures de la gendarmerie. En fin d'après-midi, il a été transféré au palais de justice de Senlis. Seule confession, Lamarre a été autorisé à se cacher le visage pour quitter son domicile. Dans la confusion, s'ensuit un drame. Un adolescent de 14 ans, Gérard Bastien, meurt dans un accident de la route causé par cette course folle entre presse et autorité. Au total, il est établi avec certitude que Lamarre a commis un meurtre et 5 tentatives de meurtre, ainsi que 15 vols de voitures. Alors qu'il avoue ses crimes, le gendarme n'avouera en revanche jamais ses motivations et deviendra mutique. Malgré ses crimes, la justice ne viendra pas. Alain Lamarre est déclaré pénalement irresponsable par les psychiatres. Ces derniers concluent de leur analyse que le criminel souffre d'une forme rare de schizophrénie, l'éboïdophrénie, une maladie que la gendarmerie n'a jamais détectée, ni à l'embauche, ni pendant sa formation. Il ne sera donc jamais jugé, mais sera interné en hôpital psychiatrique où il restera plus de 30 ans. L'État est cependant contraint de reconnaître sa part de responsabilité. Lamarre devra verser des dommages aux familles des victimes. Et dans un geste final, pour sauver les apparences, on pousse Lamarre à signer une lettre de démission pour sauver l'honneur de l'institution. Mais la manœuvre sera jugée illégale. Il sera finalement radié de la gendarmerie pour infirmité non imputable au service. L'affaire Alain Lamarre reste l'un des épisodes les plus glaçants de l'histoire criminelle française, non seulement par l'horreur de ses actes, mais surtout par ce qu'elle révèle, la capacité d'un homme à dissimuler une double vie au sein même des forces de l'ordre. Pendant un an, il a trompé ses collègues, manipulé les enquêtes, tout en menant des forfaits criminels. Ce qui aurait dû être une simple histoire de traque policière est devenu une crise de confiance majeure pour les institutions. Car au-delà des faits divers, l'affaire Lamarre nous interroge encore aujourd'hui. Comment un gendarme schizophrène, armé, formé, encadré, a-t-il pu échapper à tout contrôle? Des vies ont été brisées et cette fois-ci, on se demande si la justice a vraiment réussi à refermer la plaie. Reste une vérité dérangeante, parfois le danger ne vient pas de l'extérieur mais de l'intérieur. Et bientôt, de nouveaux récits inspirants explicités sur Explicit Media. Abonne-toi, partage et active la cloche. C'est le plus explicite pour les algorithmes.